Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de la République de retour depuis ce mardi après-midi. Alassane Ouattara était en visite de travail en Belgique. Le chef de l'État a aussi pris part au sommet UE-UA les 17 et 18 février dernier dans la capitale belge. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président Alassane Ouattara a fait le bilan de son séjour. Et le président de la République s'est aussi prononcé sur des questions d'actualité, notamment l'augmentation des prix des denrées alimentaires. 5 membres du gouvernement étaient aussi sur le terrain pour toucher du doigt les problèmes des consommateurs. Différents sites de commercialisation de produits visités. Ils appellent les commerçants au respect des prix. C'est le reconfort après le drame d'il y a quelques jours à Mans, dans l'ouest du pays. L'incendie de plusieurs commerces qui avait causé des morts, des blessés et des dégâts matériels. Le gouvernement exprime sa compassion aux victimes. Une délégation gouvernementale fait des dons, un soutien financier aux sinistrés. Et puis le dossier EcoPlus de ce soir fait un focus sur le projet régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de l'UMOA des mini-centrales solaires photovoltaïques afin de donner la lumière aux populations. En Côte d'Ivoire, l'expérience est déjà déployée dans cette localité, dans les régions de l'Agnébi-Tiassa, du Tchologo et à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi après avoir pris part au sommet entre l'Union européenne et l'UA. C'était les 17 et 18 février dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a été accueilli par le Premier ministre et des membres du gouvernement. Il a reçu les honneurs militaires, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le chef de l'État a aussi fait le point de cette visite de travail à Bruxelles. On y reviendra dans ce journal. Et le président de la République s'est aussi prononcé sur les questions d'actualité, notamment l'augmentation des prix des denrées alimentaires constatées ces derniers jours. On en parle avec Jérôme Kofi Aboulin. Quand il descend de son avion sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est environ 16 heures, ce mardi 22 février 2022. Le président Alassane Ouattara, accueilli par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi avec quelques membres du gouvernement, signe ainsi son retour en Côte d'Ivoire après quelques semaines passées à l'extérieur. À la suite des honneurs militaires, au rythme de l'abidjanaise, le chef de l'État accède au salon d'honneur du pavillon présidentiel où il fait le point de son séjour à l'étranger. Le président de la République, Alassane Ouattara, est ensuite invité à se prononcer sur l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment pour ce qui concerne la question de la vie chère. Même en mission, je suis en contact quotidien avec le Premier ministre et plusieurs ministres. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment, le taux d'inflation général est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là, donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent sur le terrain et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Bon, bien sûr, on ne va pas nous comparer à des pays voisins, mais je peux vous dire que le taux d'inflation dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, entre 8 et 15%. Bon, en Côte d'Ivoire, nous en sommes à 3,5-4%, mais c'est déjà 3,5-4% de trop en ce qui me concerne. Nous avons une monnaie stable qui nous protège contre les flambées de prix que nous voyons dans d'autres pays, mais nous continuerons de prendre toutes les dispositions au niveau de l'offre pour que la production soit encore plus abondante. Et s'il y a des besoins d'irrigation également, nous mettrons les moyens qu'il faut. Le déplacement du président Alassane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire
est marqué par sa visite de travail et sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne à Bruxelles, ainsi que sa présence au 35e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba et à la session extraordinaire de la CEDEAO à Accra sur la situation au Burkina Faso. Pour s'imprégner de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, 5 membres du gouvernement étaient sur le terrain. Ils ont visité différents sites de commercialisation de produits de grande consommation à Yopougon. Ils s'assurent de l'approvisionnement et appellent les acteurs au respect des prix, surtout que certains font l'objet d'encadrement par le pouvoir public. Et les services de répression du ministère du Commerce ont saisi des produits prohibés. Les 36 tonnes de viande congelée avariée ont été détruites par enfouissement il y a quelques jours. Cette opération s'est déroulée dans la décharge publique de Kosiouin à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. L'UEMOA veut faire relever le défi du besoin en énergie, développer les moyens de production, certes, mais tout aussi veiller à la préservation du climat. Cette double exigence a amené l'institution à initier au sein des États membres le projet régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il consiste à installer dans les zones rurales des mini-centrales solaires photovoltaïques afin de donner la lumière aux populations. Ce projet va coûter 150 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, l'expérience est déjà déployée dans 7 localités dans les régions de la Djébi-Tiassa, du Thiologo et à Abidjan. Éco Plus de ce soir, on en parle avec Mahama Traoré. À Eouma-Kofikro, village situé à une vingtaine de kilomètres de Tia-Salé, tout laisse croire que l'électricité est une réalité. Sauf qu'au constat, ce n'est pas encore le cas. Plus pour longtemps, car les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité s'attellent à la pose des compteurs prépayés. Les villageois, eux, sont déjà impatients. Alors, depuis fort longtemps, on attendait, j'ai l'impression que sans le courant, il ne peut pas avoir un développement. Donc, depuis, il y a eu même les premiers pas. Les gens viennent même chercher des lots pour pouvoir agrandir le village parce qu'ils savent que le courant va apporter beaucoup de choses pour nous. Je faisais mon petit restaurant. Bon, quand Ebola est venu, j'ai arrêté. Mais je compte refaire par la grâce de Dieu avec la lumière. Vraiment, ça me fera du bien. Contrairement aux milliers de villages électrifiés ces dernières années en Côte d'Ivoire, Eouma-Kofikro produira sa propre énergie à partir de ses panneaux solaires, 196 au total, installés sur ce site en plein cœur du village. À côté des panneaux solaires, un bâtiment technique abritant des batteries en plomb d'une puissance cumulée de 255 kWh, des onduleurs, des convertisseurs et un groupe électrogène doté d'une cuve de carburant diesel de 3000 litres de stockage. Ces équipements sont le cœur de ce système d'alimentation. C'est un groupe électrogène, on l'a mis de secours pour permettre à ce que ce village soit alimenté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 364 jours dans l'année. Cette mini-centrale hybride photovoltaïque n'est pas connectée au réseau électrique national. Sa réalisation a permis d'installer dans le village d'Eouma-Kofikro un réseau de basse tension qui permettra d'éclairer le village avec ses lampadaires solaires et de fournir du courant dans les ménages. La particularité de ce type de centrale, c'est qu'on a du courant qui est propre, qui est fluide, qui est très harmonisé. Donc c'est un très bon courant qui est emmené aux populations. Brokro, un autre village du département de Tia-Salé, bénéficie du même système d'alimentation. Constat avec l'éclairage public fonctionnel en ces lieux ce début de soirée. Le village est illuminé. Pendant ce temps, la procédure de distribution et de fourniture du courant dans les ménages est en voie d'achèvement. Ils sont venus poser le compteur. Donc on a espoir que tout va marcher. Nous sommes impatients parce que l'éducation des enfants me préoccupe beaucoup. Quand un enfant va à l'école, il vient à la maison, il n'étudie pas, moi ça me dérange. S'il arrive à étudier à cause de la lumière, je serai vraiment ravi. Comme Brokro et Eouma-Kofikro, 5 autres localités sont aujourd'hui électrifiées par un tel dispositif d'énergie solaire en Côte d'Ivoire.
Ce, grâce à la mise en œuvre du PRODER, le projet régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, une initiative de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, visant à diversifier les sources d'énergie afin de faciliter l'accès à l'électricité aux populations. De 17% en 2008, le taux d'accès est passé à 43% en 2019. Avec le PRODER, l'objectif est de le hisser à 82% en 2030. Les prix du pétrole augmentent et l'énergie coûte cher, ce n'est pas accessible. Alors qu'avec l'énergie durable, nous avons des solutions techniques, des solutions technologiques actuellement qui nous permettent de fournir l'électricité même à des villages reculés avec des systèmes isolés comme celui qui est installé ici et qui transforme complètement la vie des populations. Le projet a aussi une vocation écologique car en optant pour cette énergie renouvelable, l'UEMOA veut réduire les effets des changements climatiques dans la sous-région. Dans la zone franc, les énergies renouvelables représentent environ 24% de la production d'électricité des États. Une proportion que veut accroître le PRODER à 82% d'ici à 2030, ce qui est en cohérence avec l'engagement pris par la Côte d'Ivoire lors de la dernière conférence des parties sur le climat à Glasgow en Écosse, de porter la part des énergies renouvelables à 45% dans le parc de production. Cependant, le véritable défi sera de pérenniser cette expérience. Nos techniciens vont bénéficier de formations adaptées à la maintenance de ces équipements-là. Pour l'entretien des panneaux, l'UEMOA a bien voulu encore nous soutenir avec un financement qui va permettre, dans les localités où on n'a pas l'eau courante, de faire des petits forages. Et cette eau-là va servir à faire l'entretien des panneaux. Pour faire du PRODER une réalité en Côte d'Ivoire, l'UEMOA a dépensé plus de 2 milliards de francs CFA. Ces ressources propres ont servi à réaliser le dispositif d'alimentation solaire et les réseaux de distribution dans les villages bénéficiaires. L'initiative prend aussi en charge la pose des compteurs et les installations électriques dans les ménages. Au plus de ce soir, électrification rurale, l'UEMOA mise sur l'énergie solaire, un sujet de Mahama Traoré. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan. Cet après-midi, après avoir pris part au sommet entre l'Union européenne et l'UA, c'était les 17 et 18 février dernier. À l'aéroport, il a été accueilli par le Premier ministre et des membres du gouvernement. Le chef de l'État fait le point de cette visite de travail à Bruxelles. Je viens de rentrer d'une mission qui m'a amené successivement à Accra pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO, et puis à Addis Abeba pour le sommet ordinaire de l'Union africaine, et enfin à Bruxelles pour une visite de travail et le 6e sommet ordinaire de l'Union africaine, l'Union européenne. Alors je commencerai d'abord par le dernier sommet, le 6e sommet Union africaine, Union européenne. J'étais accompagné par plusieurs membres du gouvernement, dont Madame la ministre d'État Kandia Camara, les membres du cabinet présidentiel, dont le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro, Ali Koulibaly, ainsi que plusieurs ministres sectoriels, en raison des différents points à l'ordre du jour, que ce soit les questions de financement avec le ministre des Finances, questions d'agriculture avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les questions de commerce avec le ministre du Commerce et ainsi de suite. Alors en Belgique, j'ai commencé avec une audience avec Sa Majesté le roi Philippe de Belgique, roi des Belges, ainsi qu'avec le Premier ministre de Belgique, M. Alexandre De Croo. Vous le savez, les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Belgique sont anciens, historiques. Le roi Baudouin et la reine Fabiola ont d'ailleurs visité la Côte d'Ivoire en 1979. Et l'année dernière, en mars 2021, nous avons célébré avec la Belgique
les 60 ans de coopération bilatérale avec le Royaume de Belgique. Donc c'est un pays avec lequel nous avons des liens très étroits. J'ai d'ailleurs invité Sa Majesté, le roi, à faire une visite en Côte d'Ivoire. Il se rend le mois prochain au Congo-Kinshasa et je pense que très rapidement, il nous précisera la date de sa visite avec la reine Mathilde en Côte d'Ivoire. De mon entretien avec le Premier ministre qui était assisté de Madame la vice-première ministre de Belgique, nous avons parlé plus en détail de la coopération économique entre les deux pays, les perspectives et aussi la nécessité de voir encore plus d'entreprises belges investir en Côte d'Ivoire. Et nous avons également parlé de la COVID-19 et la possibilité pour les entreprises belges fabricants de vaccins d'installer une usine de fabrication de vaccins en Côte d'Ivoire. Et j'ai également eu un déjeuner-débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec une centaine d'entreprises au cercle gaulois. C'est un endroit où j'ai déjà eu à rencontrer les entreprises belges en 2011 à la sortie de crise. Et bien évidemment, nous sommes tous réjouis de voir que la Côte d'Ivoire était passée d'un état de délabrement, donc d'insécurité, à un état prospère et en pleine croissance. Et je leur ai fait le bilan des 10 dernières années, comment la richesse nationale a augmenté, comment le taux de pauvreté a été réduit, et également quelles sont les perspectives. Et surtout, je les ai rassurés que nous continuerons de mener une politique macroéconomique de stabilité, de croissance, de réduction de la pauvreté. Et j'ai demandé aux hommes d'affaires belges et luxembourgeois de continuer d'investir en Côte d'Ivoire et surtout pour la transformation de nos produits tels que le cacao, l'anacarde, l'EVA et bien évidemment d'autres produits. Et j'ai rencontré de nombreux entrepreneurs et je crois que les perspectives sont bonnes pour continuer donc la bonne coopération et le bon degré d'investissement des entreprises belges en Côte d'Ivoire. Et je dois signaler que la Belgique est le deuxième investisseur européen en Côte d'Ivoire. La Belgique vient immédiatement après la France. Alors j'ai participé en Belgique au 6e sommet Union africaine, Union européenne. Je ne m'étendrai pas là-dessus puisque vous avez vu à la télévision les différentes audiences que j'ai eues avec les différentes personnalités. Mais nous avons parlé bien sûr de partenariat, de coopération, d'un nouveau cadre. Et également, nous nous sommes mis d'accord que la Covid avait été un désastre en 2020 et 2021 et que tout devait être mis en œuvre pour que 2022 soit une année de bonne croissance en Europe comme sur le continent africain. Nous avons parlé de financement. L'Union européenne envisage un financement de 150 milliards de francs CFA entre maintenant et 2030. Je crois que la grande partie sera par le secteur privé. Et nous avons longuement discuté de la nécessité de mettre à disposition des pays africains un autre montant de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Vous savez que 30 milliards ont été mis à la disposition des banques centrales l'année dernière. Pour le moment, les pays du G20 qui vont contribuer à un fonds fiduciaire auprès du Fonds monétaire international sont à 55 milliards d'approvisionnement et nous souhaitons que ce montant puisse être porté à 100 milliards. Et nous avons proposé à la directrice générale du Fonds monétaire que nous avons rencontré que ce montant puisse être décaissé assez rapidement, en tout cas si possible, avant la fin de cette année. Le sommet lui-même a été coprésidé
par le président Charles Michel, qui est le président donc, du Conseil européen, le président Macron, qui est le président de la conférence des chefs d'État de l'Union européenne, et le président Macky Sall. Les thèmes, j'en ai déjà parlé, surtout en ce qui concerne la Covid. Il y avait plusieurs tables rondes. J'ai participé à la première table ronde sur le financement et donc le partenariat et la croissance des économies africaines. Et j'ai également participé à la table ronde sur l'agriculture et le développement durable. Le point à retenir, c'est que la meilleure manière d'avoir l'agriculture durable, c'est de donner de meilleurs prix à nos producteurs et de faire en sorte que, bien évidemment, la transformation ait lieu en Côte d'Ivoire pour permettre la création d'emplois pour les jeunes. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et moi-même avons rencontré également la présidente du Parlement européen, Madame Roberta Metsola, et le président des groupes parlementaires du Parlement européen pour parler de la future législation de l'Union européenne sur la cacaoculture durable et de l'accroissement des revenus des producteurs. Alors, j'ai également rencontré plusieurs autres personnalités à cette occasion. Le président du Conseil européen, M. Charles Michel, la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Mme Jutta Urpilainen, le président de la Banque européenne d'investissement, M. Werner Hoyer, le président directeur général de Sea Invest, qui investit en Côte d'Ivoire, M. Philippe Van de Wider, et le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Voilà donc pour le séjour à Bruxelles. Alors en remontant en amont, avant Bruxelles, j'étais au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et plusieurs chefs d'État étaient présents. Et c'était une très bonne chose puisque, vous le savez, l'Éthiopie traverse une période difficile avec une des provinces, le Tigré, où il y a des problèmes actuellement. La pacification de ce pays est quelque chose que nous appelons de tous nos voeux. Alors, le thème pour lequel nous avons fait le déplacement, renforcer la sécurité alimentaire, accélérer le développement du capital humain, social et économique dans le continent africain. Ce thème nous tenait à cœur puisque nous avons ici un centre pour la nutrition et donc ce thème a été retenu par le sommet et l'année 2022 sera consacrée donc à la question de la nutrition. Le sommet a vu la désignation du président Macky Sall, le président de la République du Sénégal, comme président pour l'année 2022, en remplacement de Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo. Voilà, le sommet a été une occasion également de nous concerter et de préparer le sommet Union européenne-Union africaine. Et je trouve que c'était une bonne occasion. Et ceci m'a permis de rencontrer également plusieurs chefs d'État. D'abord la présidente d'Éthiopie, Mme Zewde Sahle-Work, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et le président Faustin Ange Touadéra, le président de la République centrafricaine. Nous avons parlé des questions bilatérales et aussi des questions régionales. Et avant d'aller à Addis Abeba, j'ai fait une escale à Accra pour le sommet donc, extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Là, vous connaissez également les résultats et nous continuons d'être en contact avec ces pays frères pour les encourager à un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, dans l'intérêt bien sûr des populations et de notre sous-région. Voilà, comme vous le voyez, c'était une absence assez longue. La mission a été particulièrement fructueuse. Je m'en réjouis, mais je suis très heureux d'être de retour et de pouvoir présider le Conseil des ministres.
C'était le point de la visite du chef de l'État hors du pays. On s'intéresse à l'actualité parlementaire. D'abord, l'Assemblée nationale, une délégation de l'Association des commissions des affaires économiques et financières des parlements d'Afrique de l'Ouest séjourne en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par Adama Bictogo, le président par intérim de la Chambre basse. Cette mission pour souhaiter l'adhésion de l'Assemblée nationale à cette organisation. Moussa Konaté. L'adhésion de la Côte d'Ivoire dans l'Association des commissions des affaires économiques et financières des parlements africains. C'est le but de cette séance de travail. Une délégation de cette organisation est venue solliciter l'accord de l'Assemblée nationale. Nous connaissons la place de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Et on ne peut pas concevoir que la Côte d'Ivoire soit en marge d'une association qui a une telle mission de partage d'expériences et de promotion de la bonne gouvernance au sein de l'espace. Alors donc voilà pourquoi à notre comité exécutif de septembre 2021, nous avons pris une résolution pour que la commission des finances de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire puisse adhérer à l'association. Et par la même occasion, et sur insistance d'ailleurs de la délégation de Côte d'Ivoire, nous avons également sollicité l'adhésion du Sénat de Côte d'Ivoire. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a participé à la réunion du comité exécutif de l'association en tant qu'observateur en septembre dernier. Pour Adama Bictogo, la Côte d'Ivoire doit prendre sa place au sein de cette structure. Comme vous le savez, l'Assemblée, il y a quelques jours, a voté la loi ratifiant donc l'ordonnance relative donc à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption dans l'espace CEDEAO. Dès lors qu'une telle ordonnance a été ratifiée tout naturellement, après avoir été observateur, nous avons donc considéré de façon objective et normale que la Côte d'Ivoire donc soit un membre de cette association. C'est donc ce que nous venons de faire. L'Association des commissions des affaires économiques et financières des parlements africains existe depuis 2009. On reste à l'Assemblée nationale. Cette fois, on retrouve Éric Goré. Le président par intérim, Adama Bictogo, a reçu les ambassadeurs de l'Allemagne et du Maroc. Les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement des relations entre ces pays et la Côte d'Ivoire. Ingo Herbert, ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne, échange avec Adama Bictogo, président par intérim de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ces deux personnalités partagent une vision, consolider à leur niveau les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. L'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne a une approche innovante pour booster les rapports entre les deux pays. Renforcer des liens, pas seulement entre les gouvernements. Les relations officielles sont amicales et bonnes, mais aussi entre des institutions comme le Parlement. Et là, par exemple, on est en train de créer au Parlement allemand aussi un groupe parlementaire pour l'Afrique de l'Ouest. Et je sais aussi, ici, il y a une initiative pour créer un groupe parlementaire ivoiro-allemand. Il y a donc des dossiers en suspens, il y a des visites en suspens. Et la Côte d'Ivoire, par sa position, par sa force économique dans la sous-région, se doit d'être présente partout. C'est dans cette disposition que s'inscrit aussi l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Abdelmalek Kettani est venu échanger avec le président par intérim de l'Assemblée nationale. Nous avons convenu avec M. le président par intérim et l'équipe qui l'accompagne de créer bientôt un groupe d'amitié parlementaire ivoiro-marocain qui permettra le renforcement de cette relation et aussi le développement donc de projets communs qui seront certainement d'un très grand bénéfice pour nos deux pays. Pour que nos deux parlements se côtoient, d'ailleurs on s'est rendu compte que tout le caractère administratif, la mise en œuvre de la politique administrative de l'Assemblée s'est faite de façon accompagnée par donc, le Parlement marocain. Donc nous avons envisagé donc, une visite au Parlement marocain
et une réception aussi du président du Parlement marocain en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réaffirme ses bons rapports à tous les niveaux avec les pays du monde entier et reste attachée à ses principes. Les activités parlementaires se poursuivent. Retrouvons-nous dans la Chambre haute. Le ministre de la Justice était devant la Commission des affaires générales et institutionnelles et des collectivités territoriales. Sanson Kambile a présenté ce projet de loi modifiant le code de procédure pénale et le fonctionnement de plusieurs institutions de la République. Ce texte validé par les sénateurs. Le reportage de Kader Sogodougou. Journée chargée pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile. Il est porteur, au nom du président de la République, de 7 projets de loi. La modification de la loi de 2018 portant code de procédure pénale pour répondre à des besoins nouveaux. La création et les attributions du pôle pénal économique et financier pour mieux prévenir et combattre la corruption, le blanchiment de capitaux et les autres infractions financières. Des unités spécialisées de police et de gendarmerie seront mises à la disposition de ce pôle. Des projets de loi qui ont un seul objectif, la performance de la justice, le statut de la magistrature, la composition, l'organisation et le fonctionnement du médiateur de la République, du Conseil économique, social, environnemental et culturel, du Conseil supérieur de la magistrature et surtout du Conseil constitutionnel ont fait débat. La Constitution du 8 novembre 2016 a prévu la composition de ce Conseil constitutionnel. Et donc il fallait donc mettre en harmonie la loi organique régissant ce Conseil constitutionnel avec la Constitution. C'est vrai, il y a eu débat sur le fait que ce n'était pas opportun et qu'il y avait le dialogue politique. Mais comme je l'ai indiqué, la question telle que posée n'est pas exacte. Il n'y a pas dans ce projet de loi organique que des questions liées à la composition du Conseil constitutionnel. Il y a plein d'aspects qui étaient nécessaires d'ajuster, de mettre en évidence dans cette loi organique. C'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, la question de la composition est réglée par la Constitution et non par la loi organique. La loi organique ne fait que reprendre la composition du Conseil de la Constitution. Donc c'est un faux débat. Si la question doit être réellement posée, c'est celle de la Constitution et non celle de la loi organique. Maintenant, pour ce qui est du mode de désignation du président de cette institution, je crois qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Ce ne sont pas des Martiens qui viendront diriger nos institutions. Ce sont des Ivoiriens. Il faut leur faire confiance. Au terme de 9 heures de travaux, la démocratie aura triomphé. Les 7 projets de loi ont été validés par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, présidée par le sénateur Aboulaye Tano. Allons dans l'ouest du pays. À Mans, une explosion de gaz dans une boulangerie a fait des morts et de nombreux blessés le 16 février dernier. Face à ce drame, une délégation gouvernementale composée des ministres de la Solidarité, du porte-parole du gouvernement et du ministre Vagondo Diomandé s'est rendue sur les lieux. Ils ont exprimé la compassion du gouvernement aux sinistrés. Patricia Omouetia. CHR de Mans ce samedi matin. Des blessés encore sous le choc. Ils ont commencé à faire sortir la bouteille de gaz. Ça arrivait devant notre guichet. Maintenant, on a vu que la bouteille s'est explosée. Dès que ça s'est explosé aussi, ça a pris le feu en même temps. Donc, on ne pouvait plus sortir par la porte. Il a sauté. Face à cette situation dramatique, 4 membres du gouvernement se sont rendus à Mans ce week-end pour apporter soutien et compassion. Après l'hôpital, la délégation s'est rendue sur les lieux du drame. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a salué l'esprit de solidarité des populations qui a permis de limiter les dégâts. Le devoir du gouvernement est d'être aux côtés des populations. Donc nous sommes venus avec le ministre Vagondo qui conduit la délégation, le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et la secrétaire d'État Clarisse Maï. Dis merci aux populations de Mans parce qu'elles ont été solidaires du sinistre. Elles ont été les premières à secourir
les victimes. Merci aux sapeurs-pompiers pour le travail abattu. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à la mairie de Mans pour rencontrer les familles des victimes, pour traduire la compassion et le soutien du gouvernement. Les parents des victimes décédées ont reçu chacune une somme de 1 million de francs CFA pour les aider dans l'organisation des obsèques. Quant aux blessés, ils ont bénéficié d'un appui financier total d'environ 2 millions de francs CFA. Le ministre Vagondo Diomandé, chef de la délégation gouvernementale, a lui aussi salué l'humanisme et la promptitude de tous ceux qui ont contribué à sauver les blessés avant leur prise en charge médicale. Vous me donnez l'occasion de vous inviter au début de votre mission à prendre en compte les préoccupations sécuritaires dans tous les domaines où il faut, pour que plus jamais, ni à Mans, ni dans le district et par-delà en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ne connaissent plus jamais ces gens de drame. La délégation, conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait le tour de la ville pour visiter et consoler les familles endeuillées. La Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire a initié des sommets régionaux dans le pays, à Bongouanou, où s'est tenue la rencontre pour la région du Moronou. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale était l'invité d'honneur. Face aux élus et cadres, Kouadio Konan Bertin exhorte les populations à cultiver la paix pour le développement de la localité. Cette rencontre se tient en prélude à la tenue du sommet mondial de la Fédération pour la paix universelle ici en Côte d'Ivoire. Et on parle aussi de l'union dans le centre du pays. Les communautés vivant à Bouaké, désormais liées par un pacte pour la préservation et le renforcement de la paix. Il est dénommé Pacte communautaire du vivre ensemble et de la cohésion sociale. C'était lors du festival Agua Nanan Agni, un creuset qui se propose de sillonner la région de Bouaké. Cette première édition est également marquée par l'hommage des populations au chef de l'État pour le développement qu'il ne cesse d'impulser. Léon Brou. Communion entre autochtones et halogènes sous des notes du Goli de Béoumi et du Kapachan de Korogo, mais surtout celle d'artistes tradimodernes et autres faiseurs de reggae. Ce rassemblement du stade de Konakankro, siège du canton Fari, région de Bouaké, pour célébrer le vivre ensemble, un pari gagné. Tous les chefs des communautés halogènes et ceux des villages avec à leur tête les 13 chefs de canton de Bouaké mobilisés. Ainsi va le festival Agua Nanan Agni en langue locale baoulée pour dire « Faisons la paix » sous l'autorité des garants des us et coutumes. La région de Bouaké a connu la guerre, la région de Bouaké a connu la désobéissance civile. Chaque fois, ça a été donc des dégâts humains à travers donc les morts, des dégâts matériels. Nous voulons que cette région-là, qui abrite le stade de la paix, désormais se conjugue avec la paix. Seconde religion de la Côte d'Ivoire, à nous laissée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Va accueillir Agua Festival Nana Agni l'an prochain, Djebonois, chef-lieu du canton Sa. Sa première édition, parrainée par Amadou Kone, ministre des Transports et sanctionnée par un pacte du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Il engage les communautés vivant dans la région à préserver et à renforcer la paix dans le Bouaké. Quand il y a un problème, au lieu d'aller à la police, à la gendarmerie, on règle entre nous. On n'a qu'à éduquer nos enfants ensemble. Que l'alliance que nous venons de tisser soit une alliance comme dans le temps où nos ancêtres vivaient ici même à Bouaké, avant l'arrivée des colons. Il n'y avait pas de frontières. Nous étions un. Autre temps fort, l'hommage de la région au président Alassane Ouattara pour la promotion des cadres et le développement qu'il ne cesse d'impulser au Bouaké. D'une seule voix et à travers cette motion, cadres, chefs coutumiers et de communautés manifestent le soutien des populations au chef de l'État. Faire de San Pedro la première destination économique et touristique du pays, telle est la volonté des autorités de la deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire, à travers un festival qui est à sa 4e édition. Occasion donc de valoriser les potentialités de la région. L'édition de 2022 a ouvert ses portes ce lundi. Les professionnels de la culture et de l'artisanat pourront aussi faire de bonnes affaires. Le reportage de Sam Kona.
San Pedro, capitale économique, culturelle et touristique. La 4e édition du festival dénommé Festival de San Pedro a été effectivement ouverte ce lundi 21 février 2021. Pendant 6 jours, les atouts économiques, culturels et touristiques de la région vont être exposés et valorisés à travers un programme bien élaboré. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, le district autonome du Bassa-Sandra va s'appuyer sur ce genre de festival pour relancer son développement touristique. Aujourd'hui, la région avance et elle avance bien. Ce festival est un témoignage, c'est une réussite. Le festival de San Pedro, qui est à sa 4e édition, se veut un événement annuel du donner et du recevoir. Dans cette ferveur festive, je voudrais au nom du conseil municipal et à mon nom propre vous inviter à vivre durant ce festival des moments de retrouvailles, de fraternité, de brassage culturel, de jeux récréatifs et de réflexion profonde sur le développement économique à travers le Business Forum. Une visite des stands d'exposition a mis fin à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Festival de San Pedro, qui atteint 25 000 visiteurs. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ngouran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. La calebasse dans laquelle il y avait du poivre ne perd jamais son odeur.